Vous savez ce qui m'énerve profondément? Voir des gens jeter leur argent en bourse comme s'ils nourrissaient une machine à sous, avec des pièces, tout en ignorant complètement qu'ils ont juste sous le nez une dette de carte de crédit à 22% d'intérêt annuel qui se moque ouvertement d'eux. C'est comme essayer de remplir un seau percé au fond comme un cratère et se demander pourquoi rien ne fonctionne. Je m'appelle Camilla et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à l'argent, aux meilleures stratégies d'investissement et à la raison pour laquelle la plupart des gens font obstinément tout dans le mauvais ordre lorsqu'il s'agit de construire un patrimoine. Si vous faites partie de ceux qui veulent vraiment comprendre la bonne séquence pour investir leur argent, et pas seulement le jeter là où ça sonne bien sur le moment, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like à cette vidéo si elle peut vous éviter des erreurs coûteuses. Voici ce qui pourrait vous surprendre. Selon des données récentes, un Français sur 3 n'a même pas de fonds d'urgence. Le montant médian des économies disponibles en cas d'imprévu chez les Français n'est que de 500 euros. 500 euros. C'est moins qu'une mensualité de voiture pour la plupart des gens, et c'est même moins que 600 euros l'an dernier. Pourtant, ces mêmes personnes me demandent s'ils devraient acheter des actions individuelles ou investir dans les crypto-monnaies. C'est comme demander s'il faut acheter une Ferrari alors qu'on n'a même pas de quoi réparer la boîte de vitesse de sa voiture actuelle. La vérité, c'est qu'il existe un ordre optimal dans lequel investir son argent, et cet ordre peut littéralement vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros sur toute une vie, tout en accélérant fortement votre chemin vers l'indépendance financière. Mais la plupart des gens ignorent complètement cette logique, parce qu'elle est moins excitante que le choix de la prochaine action qui va exploser, ou la tentative de deviner le marché. Ils veulent aller directement à la partie amusante sans faire le travail ennuyeux, mais fondamental, qui compte vraiment. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape l'ordre exact dans lequel vous devriez investir votre argent afin de maximiser vos rendements tout en minimisant les risques. Et je vous garantis qu'une partie de ce que je vais dire va vous surprendre, surtout la raison pour laquelle l'abondement de l'employeur doit passer avant presque tout le reste, et pourquoi le compte d'épargne santé peut être l'outil d'investissement le plus puissant que la plupart des gens ignorent totalement. Mais avant d'entrer dans les étapes concrètes, laissez-moi vous expliquer pourquoi un mauvais ordre peut être aussi destructeur. Imaginez que vous construisez une maison. Vous n'allez pas commencer par choisir des luminaires tendances et des plans de travail en granit, si vos fondations sont fissurées et que le toit fuit. Et pourtant, c'est exactement ce que font la plupart des gens avec leurs finances. Ils se laissent séduire par un ETF à la mode, tout en traînant derrière eux des dettes à taux élevés qui engloutissent automatiquement n'importe quel gain possible. Le prix de l'erreur ici est énorme. Chaque mois où vous repoussez le remboursement d'une dette de carte de crédit à 22%, c'est un mois où cette dette grossit plus vite que presque n'importe quel investissement raisonnable auquel vous pourriez espérer. Chaque mois où vous ignorez l'abondement de votre employeur, ce sont littéralement des cadeaux d'argent que vous laissez sur la table. Et chaque mois où vous placez votre argent sur un compte imposable, avant d'avoir rempli tous les comptes fiscalement avantageux, ce sont des euros que vous donnez inutilement au fisc. Avant d'investir le moindre euro n'importe où, vous devez constituer un fonds d'urgence. Oui, je sais, c'est ennuyeux. Je sais, vous voulez entendre quelles actions vont vous rendre riche. Mais voilà pourquoi c'est plus important qu'il n'y paraît. Un fonds d'urgence ne sert pas seulement à couvrir les dépenses imprévues, même si c'est évidemment essentiel. Il crée aussi une sécurité psychologique qui vous empêche de prendre de très mauvaises décisions financières quand la vie vous envoie inévitablement des surprises. Quand la voiture tombe en panne ou qu'une facture médicale inattendue arrive, avoir un fonds d'urgence signifie que vous n'aurez pas à vendre vos investissements au pire moment, ni à vous endetter à taux élevés pour couvrir les frais. La question que tout le monde pose est simple. Combien faut-il mettre de côté pour les imprévus ? Le conseil traditionnel est de prévoir entre 3 et 6 mois de dépenses, mais honnêtement, cette fourchette est tellement large qu'elle est presque inutile. Le montant exact dépend de nombreux facteurs. Si vous avez un emploi public stable avec de bons avantages, 3 mois de dépenses peuvent suffire. Si vous êtes freelance dans un secteur instable et sans filet de sécurité, il vous faudra peut-être plutôt 6 mois, voire plus.
Voilà ce que je recommande à la plupart des gens. D'abord, constituez le plus vite possible vos premiers 1 000 €. Cela suffit pour la plupart des petits problèmes et vous donne déjà un vrai coussin psychologique. Ensuite, visez 1 mois de dépenses courantes. Puis, une fois cet objectif atteint, continuez jusqu'à 3 mois de dépenses. Cette méthode découpe un objectif immense et intimidant en étapes claires et gérables. Mais il y a quelque chose d'intéressant que beaucoup de gens ne réalisent pas. Une étude récente de Vanguard a montré que les personnes ayant au moins 2 000 € en réserve affichaient un niveau de bien-être financier supérieur de 21% à celles qui n'avaient rien du tout. C'était la plus forte amélioration parmi tous les facteurs financiers mesurés. 2 000 € ne changent pas la vie, mais l'effet psychologique d'un tel coussin est énorme. Une fois le fonds d'urgence constitué, l'étape suivante est absolument cruciale. Il faut se débarrasser de toute dette à taux élevé avant d'investir davantage. Et quand je parle de dette à taux élevé, je veux dire tout ce qui vous coûte plus ou moins 8% par an, même si ce seuil peut varier selon les conditions de marché du moment. La dette de carte de crédit est le grand méchant de l'histoire. Avec des taux moyens supérieurs à 22%, la carte de crédit est une véritable plaie financière. Elle grossit plus vite que presque n'importe quel rendement d'investissement raisonnable auquel vous pouvez prétendre. Autrement dit, avoir en même temps une dette de crédit et des investissements, c'est comme courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. D'un point de vue mathématique, rembourser une dette à taux garanti élevé vous donne un rendement garanti égal à ce taux, ce qui est souvent supérieur à ce que vous pouvez réellement espérer du marché boursier après impôt. Voici un exemple simple. Si vous avez 5 000 € de dette de carte de crédit à 22% et que vous ne payez que le minimum, vous paierez presque 2 800 € d'intérêt sur 5 ans. C'est de l'argent qui aurait pu travailler pour vous et non contre vous. Chaque euro consacré à réduire cette dette vous rapporte en réalité un rendement garanti de 22%, ce qui est meilleur que le rendement moyen à long terme de Warren Buffett. La stratégie de remboursement est simple. Faites la liste de toutes vos dettes avec leur taux d'intérêt et leur paiement minimum. Payez le minimum sur toutes les dettes, puis envoyez tout l'argent supplémentaire vers la dette la plus chère. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'avalanche de dettes, et c'est la plus avantageuse mathématiquement. Certains préfèrent la méthode boule de neige, qui consiste à rembourser d'abord les plus petites dettes pour la motivation psychologique, mais l'avalanche est plus efficace. Mais c'est là que ça devient intéressant. J'ai déjà dit qu'il existait une exception importante à la règle, d'abord rembourser la dette, ensuite investir. Et cette exception est tellement importante qu'elle devient l'étape suivante de notre ordre optimal d'investissement. Si votre employeur propose un abondement sur votre plan retraite, autrement dit, un matching contribution, vous devriez cotiser suffisamment pour obtenir l'abondement complet, même avant d'avoir totalement remboursé une dette coûteuse. Cela peut sembler illogique, mais les chiffres sont convaincants. L'abondement de l'employeur revient en pratique à un rendement garanti de 100% sur votre argent, dans la limite du plafond prévu. Même avec une dette de carte de crédit à 22%, obtenir un rendement instantané de 100% a généralement du sens. C'est comme trouver de l'argent par terre et le faire ensuite doubler par votre employeur si vous le ramassez. Voici un exemple classique. Un employeur peut ajouter 50 centimes pour chaque euro investi jusqu'à 6% de votre salaire. Si vous gagnez 50 000 € par an, en investissant 3 000 € et en obtenant un abondement complet de 1 500 €, vous obtenez un rendement immédiat de 50%, plus les rendements futurs des placements eux-mêmes. Aucune autre opportunité d'investissement ne peut garantir un tel résultat. L'essentiel est de cotiser juste assez pour obtenir l'abondement complet. Ensuite, tout l'argent supplémentaire doit retourner au remboursement de la dette coûteuse. Une fois la dette éliminée, vous pouvez augmenter vos cotisations retraite. Cette stratégie permet de maximiser le rendement garanti tout en restant le moins longtemps possible, exposé aux intérêts élevés. Il y a aussi un détail important concernant l'abondement employeur. Certaines entreprises imposent une période d'acquisition, c'est-à-dire un délai à respecter avant de conserver définitivement les sommes abondées. Si vous ne prévoyez pas de rester longtemps dans ce poste,
vérifiez bien les conditions d'acquisition. Mais même avec cette contrainte, l'avantage immédiat de l'abondement vaut généralement le coup. Cette base, fonds d'urgence, suppression des dettes et utilisation de l'abondement employeur constituent les fondations de votre maison financière. Sans ces éléments, tout le reste de l'investissement repose littéralement sur des sables mouvants. Une fois les bases en place, on entre dans ce que j'appelle la zone d'optimisation fiscale. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La plupart des gens se trompent complètement, parce qu'ils se laissent distraire par les objets brillants et vont directement vers les comptes imposables, alors qu'ils devraient d'abord maximiser tous les comptes fiscalement avantageux disponibles. Passons maintenant à la maximisation du plan d'épargne retraite individuel, PER. Et voici pourquoi il passe avant les cotisations supplémentaires au PER d'entreprise. Le PER vous donne beaucoup plus de contrôle sur le choix des investissements et s'accompagne souvent de frais bien plus faibles que la plupart des plans retraite d'entreprise. Les plans d'entreprise sont souvent connus pour proposer une sélection limitée de fonds coûteux, avec des frais de gestion qui grignotent les performances comme des termites dans une maison en bois. Avec un PER, vous pouvez investir dans des fonds indiciels peu coûteux et des ETF avec des frais de seulement quelques points de base au lieu des 1 à 2% souvent observés dans les fonds gérés activement. Cela peut sembler anodin, mais sur plusieurs décennies, cette différence de frais peut vous coûter des dizaines de milliers d'euros. C'est la différence entre garder votre argent pour vous et le servir peu à peu à des gestionnaires de fonds qui roulent dans des voitures plus chères que la vôtre. En 2025, vous pouvez verser jusqu'à 7 000 euros sur un PER individuel, ou 8 000 euros si vous avez 50 ans ou plus. Cette cotisation supplémentaire, c'est un peu comme un lot de consolation pour le fait de vieillir, sauf que cette fois-ci, elle vous aide réellement à prendre votre retraite plus confortablement. Une fois le PER pleinement utilisé, vous pouvez revenir au plan retraite d'entreprise et cotiser au-delà du simple abondement. Mais à ce stade, la décision devient plus complexe, et c'est ce qui fait vivre les conseillers financiers et confond la plupart des gens. Il faut choisir entre la version traditionnelle et la version ROT de ces comptes. Et ce choix peut littéralement vous faire économiser ou vous coûter des milliers d'euros d'impôts sur toute votre vie. Le principe est simple, même si la réponse est délicate. Voulez-vous payer vos impôts maintenant ou plus tard? Les comptes traditionnels vous permettent de déduire vos cotisations de votre revenu imposable actuel, mais vous payez l'impôt au moment du retrait. Les comptes ROT signifient que vous payez l'impôt à l'avance, mais que tous les retraits à la retraite sont totalement exonérés d'impôt. La règle générale, qui fonctionne pour la plupart des gens, est la suivante. Si vous êtes actuellement dans une tranche d'imposition élevée et que vous pensez être moins imposé à la retraite, privilégiez les comptes traditionnels pour bénéficier de la déduction fiscale maintenant. Si vous êtes aujourd'hui dans une tranche basse, mais pensez être dans une tranche plus élevée plus tard, privilégiez les comptes ROT pour payer le taux plus faible aujourd'hui. Le problème, c'est que prédire les taux d'imposition futurs revient à peu près à prévoir la météo dans 3 mois. Les jeunes qui commencent tout juste leur carrière devraient sans doute plutôt se tourner vers les comptes ROT, parce qu'ils sont probablement à leurs revenus les plus faibles pour l'instant. Et les taux d'imposition risquent de toute façon d'augmenter. Les personnes à sous revenus, au sommet de leur carrière, peuvent avoir intérêt à utiliser les comptes traditionnels pour réduire leur charge fiscale actuelle. Mais franchement, si vous n'êtes pas sûr, répartir vos cotisations entre les 2 types de comptes crée une diversification fiscale et vous donne plus d'options à la retraite. Si vous avez accès à un compte d'épargne santé, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce qu'un tel compte peut être l'outil d'investissement le plus sous-estimé en France. C'est le couteau suisse des comptes fiscalement avantageux. Il offre non pas 1, non pas 2, mais 3 avantages fiscaux différents, ce qui en fait un outil incroyablement puissant pour les personnes concernées. Vous obtenez une déduction fiscale sur les cotisations, comme dans un compte retraite traditionnel. Votre argent croît à l'abri de l'impôt tant qu'il reste investi, comme dans n'importe quel compte retraite. Et voici le grand avantage qui rend ce compte unique. Les retraits utilisés pour des dépenses médicales qualifiées sont totalement exonérés d'impôts, même à la retraite.
C'est le seul compte qui offre un avantage fiscal à l'entrée, pendant la croissance et à la sortie. En 2025, vous pouvez verser jusqu'à 4 300 € si vous avez une couverture individuelle ou jusqu'à 8 550 € pour une couverture familiale. Mais il y a une condition. Pour être éligible, vous devez avoir une assurance à franchise élevée et ce n'est pas adapté à tout le monde. Si vous êtes jeune, en bonne santé et avez peu de dépenses médicales, ce compte peut être l'un des instruments de retraite les plus puissants qui existent. Voici la stratégie qui le rend particulièrement intéressant. Si possible, payez vos dépenses médicales actuelles de votre poche et laissez l'argent du compte continuer à être investi sur les marchés. Conservez tous vos justificatifs médicaux, car il n'y a pas de date limite pour vous faire rembourser. Vous pouvez payer une consultation aujourd'hui, garder le reçu, puis vous faire rembourser 20 ans plus tard depuis ce compte sans aucun impôt. Après 65 ans, ce compte devient encore plus flexible. Vous pourrez retirer de l'argent pour n'importe quel usage, pas seulement pour les dépenses médicales, même si les retraits non médicaux seront soumis à l'impôt sur le revenu, comme sur un compte retraite traditionnel. Mais les dépenses médicales à la retraite sont presque inévitables. Avoir de l'argent totalement exonéré d'impôts réservés à la santé, c'est donc une sorte d'arme secrète contre l'un des plus grands risques financiers de la vieillesse. Les chiffres peuvent être vraiment impressionnants. En versant le maximum sur un tel compte pendant 30 ans, avec un rendement annuel de 7%, vous pourriez accumuler plus de 400 000 € entièrement exonérés d'impôts pour les dépenses de santé. Et puisque le couple moyen qui part aujourd'hui à la retraite dépensera plus de 300 000 € en soins de santé sur toute la retraite, ce compte pourrait pratiquement annuler ses coûts dans votre budget retraite. Une fois le compte d'épargne santé maximisé, l'étape suivante redevient le plan retraite d'entreprise, au-delà de l'abondement de l'employeur. Le plafond de cotisation pour 2025 est de 23 500 € pour la plupart des gens, ou 31 000 € si vous avez 50 ans ou plus. À ce stade, vous entrez vraiment dans une logique d'optimisation fiscale maximale. Entre le PER, le compte d'épargne santé et le plan retraite d'entreprise, vous pouvez potentiellement protéger chaque année plus de 35 000 € de l'imposition courante si vous avez moins de 50 ans, ou davantage encore si des versements de rattrapage sont possibles. Ce sont des montants sérieux qui peuvent capitaliser pendant des années sans que le fisc ne prenne sa part chaque année. Voici ce qui peut vous surprendre dans tout ce processus. La plupart des gens n'atteignent même jamais ce stade. Le Français moyen épargne environ 6% de son revenu, ce qui ne suffit souvent même pas à utiliser pleinement l'abondement de l'employeur et le PER, sans parler de tout le reste. Mais si vous faites partie de ceux qui peuvent réellement suivre toute cette séquence, félicitations. Vous faites déjà partie des 5% des meilleurs épargnants en France, et vous construisez une retraite dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. L'avantage de suivre le bon ordre, c'est que chaque étape s'appuie sur la précédente et construit une base financière qui se renforce avec le temps. Le fonds d'urgence vous évite de dérailler quand la vie vous envoie des problèmes. L'élimination des dettes coûteuses stoppe la fuite d'argent due aux intérêts. La maximisation de l'abondement employeur vous apporte un rendement garanti. Et les comptes fiscalement avantageux permettent à une plus grande partie de votre argent de croître sans être ponctionné chaque année. Mais nous n'avons pas encore terminé. Une fois que vous avez utilisé tous ces comptes fiscalement avantageux, alors seulement nous arrivons enfin à l'étape que la plupart des gens veulent faire en premier, les comptes titres ordinaires. Et là, il existe une stratégie très claire qui peut décider si vous construisez une vraie richesse ou si vous avez juste un hobby qui rapporte parfois de l'argent. Les comptes titres ordinaires, c'est le Far West de l'investissement. Vous pouvez acheter des actions individuelles, trader des options, spéculer sur les crypto-monnaies ou simplement investir dans de bons vieux fonds indiciels, sans limite de versement ni restriction sur les retraits. C'est aussi l'endroit où la plupart des gens commettent leurs plus grosses erreurs, parce qu'ils pensent que l'accès à toutes les opportunités du monde les rend automatiquement plus intelligents. Ce qui m'agace dans les comptes titres ordinaires, c'est que les gens se réjouissent tellement de la flexibilité et de l'absence de plafond de versement qu'ils oublient totalement le frottement fiscal. Chaque dividende est imposé,
Chaque fois que vous vendez un investissement avec une plus-value, le fisc veut sa part. C'est comme courir une course pendant que quelqu'un vous jette en permanence du sable dans les chaussures. Vous pouvez toujours franchir la ligne d'arrivée, mais ce sera bien plus difficile que nécessaire. L'inefficacité fiscale de l'argent placé sur un compte titre ordinaire par rapport à un compte fiscalement avantageux peut être colossale sur le long terme. Supposons que vous investissiez 10 000 € par an pendant 30 ans. Dans un compte fiscalement avantageux, avec un rendement de 7%, vous pourriez obtenir environ 944 000 €. Dans un compte titre ordinaire, avec le même rendement, mais en subissant des impôts sur les dividendes et les plus-values au fil du temps, il ne vous resterait peut-être qu'environ 700 000 €. C'est presque 4 millions de différence uniquement à cause du frottement fiscal. Mais c'est justement là que les comptes titres ordinaires deviennent utiles une fois que vous avez maximisé tout le reste. Ils offrent une flexibilité totale. Besoin d'un apport pour acheter une maison dans 5 ans? Aucun problème. Vous voulez partir en retraite anticipée avant de pouvoir accéder à vos comptes retraite? Un compte titre ordinaire vous offre le pont dont vous avez besoin. Vous comptez transmettre votre argent à vos enfants? Ce type de compte bénéficie d'un step-up in basis à l'héritage, ce qui peut supprimer totalement l'impôt sur les plus-values. Voilà donc l'ordre optimal d'investissement que la plupart des gens ignorent complètement dans leur course au enrichissement rapide. Fonds d'urgence, dette coûteuse, abondement de l'employeur, PER, compte d'épargne santé, maximisation du plan retraite d'entreprise, puis seulement les comptes titres ordinaires. Suivez cette séquence et vous construirez de la richesse pendant que tout le monde essaie encore de choisir la prochaine Tesla. Votre futur vous remerciera d'avoir d'abord fait les choses ennuyeuses, mais justes.